En fait, nos organisations et nous-mêmes sommes finalement tous formatés pour l'efficacité, rien de surprenant. Le résultat, en fait, on n'est pas là pour vous définir ce qu'est l'efficacité, mais quand on parle d'efficacité, on pense planification, concentration, lutte contre la procrastination, le tri de vos priorités entre ce qui est urgent, ce qui est important, vos KPI, vos objectifs SMART. Vous êtes sans doute peut-être très bien outillés, mais aujourd'hui, en fait, on a accolé au mot efficacité le mot efficience. L'efficience, c'est notre capacité d'un individu ou d'un système de travail, la capacité d'obtenir de bonnes performances dans une tâche donnée. Et donc, la différence entre l'efficacité et l'efficience, eh bien, c'est de ne pas chercher à toujours faire plus, mais de vouloir faire mieux avec des ressources imparties au travail qui sont limitées. Donc la différence entre efficacité et efficience, c'est un peu comme entre résultat et performance. Et quand on parle de performance dans un temps limité, une fois qu'on a appliqué toutes les techniques que j'évoquais tout à l'heure pour être efficace, eh bien finalement, il y a une autre notion qui rentre en jeu, c'est la notion de charge mentale. Et en fait, la charge mentale, c'est pas uniquement une histoire de qualité de vie au travail pour éviter le burn-out. Finalement, prendre soin de sa charge mentale, c'est aussi un sujet d'efficacité des projets. La charge mentale, c'est un petit peu comme l'image de l'huile du moteur, c'est-à-dire qu'il en faut pour progresser, pour travailler en équipe, mais trop de charge mentale, c'est comme trop d'huile dans le moteur, c'est nocif et c'est nocif pour nos projets. La charge mentale, c'est avant tout le poids psychologique qui est associé à une tâche, à une situation, à un événement ou un propos qui va produire la pression que tu évoques, sans qu'on en soit des fois conscient. Et avec le temps, cette charge mentale, elle peut s'accumuler jusqu'à devenir handicapante parce que le poids va devenir trop lourd pour progresser et la personne ne va plus se sentir capable, d'avancer. Elle risque finalement d'être coupée de son énergie. On va vous proposer 5 axes de travail et 5 bonnes pratiques, concrètes pour diminuer la charge mentale au service de votre efficacité. Le 1er axe, c'est de savoir déléguer. C'est très important de savoir déléguer ce que l'on fait déjà bien et qu'on peut transmettre à l'un de ses coéquipiers pour se concentrer sur ce qu'il reste à bâtir. Savoir s'appuyer sur son équipe en lui déléguant, certaines tâches, voire travailler en binôme pour se motiver, se compléter ou se répartir les actions. Un deuxième axe de travail, c'est de savoir recadrer. Ça permet de stopper les comportements inappropriés qui finalement usent. Ça permet également d'apprendre à faire du feedback ou à demander du feedback de façon à anticiper les irritants, à les verbaliser, à traiter ces irritants qui sinon rajoutent de la pression. Et donner du feedback, c'est aussi apprendre à savoir dire non aux sollicitations qui sont non prioritaires, non essentielles. Alors certains vont jusqu'à ne pas répondre aux mails. Nous, la Webox, on recommande quand même de verbaliser en quoi on a envie de décliner cette proposition. 3e, proposition, se poser pour chasser les perturbateurs de charge mentale. Avoir des temps fixes pour regarder ses mails, par exemple, pas avant 10h30, ou alors seulement, 2 fois par jour à chaque, demi-journée dans un créneau précis. Ça permet de ne pas se faire, perturber. Remettre en cause les vieilles habitudes inutiles pour qui prennent du temps et qui sont pas efficients. On aime beaucoup une technique, keep, start and stop. À la fin d'une réunion, de se poser la question: «Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je démarre et qu'est-ce que je stoppe?» C'est intéressant pour, stopper des choses qui sont pas efficaces ou, rébarbatives, trop nombreuses. C'est intéressant de se poser la question sur les façons de faire. Est-ce qu'il y en a pas certaines qui sont obsolètes? Est-ce qu'il y en a pas d'autres qui pourraient être faites, plus facilement en équipe pour, du coup alléger le quotidien, améliorer la charge de travail? Donc c'est intéressant en dernier lieu, une dernière notion, d'identifier les injonctions contradictoires. Quand on vous dit quelque chose qui est pas cohérent avec, une autre, demande, de les identifier pour les faire remonter, les clarifier et à nouveau, éventuellement, stopper l'une de ces 2 injonctions. Un quatrième axe de travail pour travailler notre efficience, c'est de se méfier des biais qui sont liés à nos propres blessures psychiques. On a tous des blessures psychiques tout au long de notre vie, de notre enfance, et finalement l'inconscient nous trompe. On veut faire plaisir du coup à l'adulte, on veut faire plaisir à la hiérarchie, aux clients. On veut montrer qu'on est bon élève, qu'on pense à tout pour les autres. On accepte d'être multicasquette. Et parfois, finalement, être débordé
on peut rassurer certaines personnes parce qu'on a l'impression qu'en étant débordé, on avance. On a l'impression de faire notre maximum, même si ce n'est pas efficace. Alors là, on rentre plus dans un terrain psychologique et c'est utile de se faire coacher, de se faire accompagner pour identifier si on a des blessures psychiques. Il paraît que 50% des humains ont des blessures psychiques et si elles ont un impact au travail. Et comment se séparer petit à petit de ces biais. Alors sinon, à minima, ce que l'on suggère et que l'on fait nous-mêmes, c'est de prendre des temps d'introspection pour prendre du recul sur les bonnes décisions et surtout choisir ses combats. Par exemple, parfois, il est plus efficient de faire du lobbying ou de la discussion de la politique interne pour savoir qui décide vraiment, quels sont vraiment les messages clés, quels sont les objectifs peut-être cachés ou non exprimés de son N+1. Où suis-je dans la chaîne de valeur globale du sujet dont j'ai la charge et comment je peux remonter efficacement à la source du vrai nœud de ma mission, à la source du problème à résoudre. Finalement, la question, c'est de se dire où est-ce que je peux avoir le plus d'impact. Cinquième technique sur ce sujet, savoir dire non. Mais évidemment, on ne peut pas dire non à tout le monde. Donc, on vous propose la technique du oui et d'ailleurs. Comme on vit dans un écosystème, on va avoir souvent besoin des uns et des autres. Et il ne faut pas être en non d'opposition trop souvent. On a besoin d'exercer l'interaction avec un certain nombre d'interlocuteurs. Donc, on va essayer de privilégier le oui et d'ailleurs. Ça va consister à dire oui, je vais faire ça, oui, j'accepte la tâche qui m'a été proposée parce qu'elle fait partie des directives, du jeu collectif, parce qu'elle fait partie des objectifs, etc. Mais je vais rajouter un et d'ailleurs, pour parvenir à cette tâche, j'ai besoin de ceci, cela. Ça revient en fait à manager son interlocuteur, son N+1, son client, etc. En disant oui, je vais viser l'objectif qu'on vient de définir, mais j'ai aussi besoin de ton aide pour telle situation, tel client, telle présentation. Oui, je suis convaincu de cette stratégie, mais j'ai aussi besoin que tu véhicules les messages clés à mes équipes. Oui, je vais consacrer du temps à ce projet et en même temps, j'ai besoin qu'on regarde ensemble comment on va faire rentrer ces missions dans une semaine de travail. Donc, c'est vraiment rentrer, je ne vais pas dire dans la négociation, mais rentrer dans l'utilisation de l'énergie aussi de l'autre pour arriver à l'objectif final qu'on s'est fixé. On se rend compte que préserver sa charge mentale au service de son efficience, finalement, ça nécessite d'y consacrer du temps pour pouvoir déployer tous ces axes de travail. Et ce qui diminue du coup au premier abord d'autant plus le temps productif que l'on peut percevoir. Alors ça peut paraître antinomique, mais par contre, finalement, si on ne le fait pas, on reste la tête dans le guidon, ce qui génère du surtravail, ce qui génère de l'inefficacité. Force est de constater que parfois on s'y complaît parce qu'on a l'impression qu'en étant sans cesse débordé, on fait de son mieux. On va partager un quiz qui est disponible sur cette thématique de l'efficacité et de l'efficience. Dans certains quiz, on vous donne la parole aussi, vous pouvez vous exprimer sous forme de verbatim. Alors moi, dans les perturbateurs de charge mentale, je vois les collègues qui rentrent constamment dans le bureau, qui ont besoin que je règle immédiatement leurs soucis, en sachant qu'effectivement, parfois, je pourrais leur dire qu'on peut le regarder plus tard. Mais à titre personnel, c'est vrai que j'essaie de faire un effort sur ça parce que je suis, par exemple, en train de monter un dossier de crédit ou autre, et j'ai la gentillesse d'essayer de régler leurs soucis de suite. Vous, à la fois, vous évoquez la notion d'effort. Je pense qu'on doit tous faire l'effort pour lutter contre les fameux biais. Vous avez envie de dire oui, et voilà. Et puis aussi de questionner le délai des autres. Finalement, est-ce si urgent quelquefois, on pense que tout est urgent et finalement, d'aller questionner le délai de l'autre, c'est vraiment super important. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut aussi se remettre en cause soi-même où on a donné peut-être de mauvaises habitudes, sachant que, évidemment, on sait que c'est plus facile d'appeler le contentieux ou de faire un mail plutôt que d'aller interroger Chloé, par exemple. Comme dans le cas présenté juste avant, il y a la notion d'investir un peu de temps pour éduquer les interlocuteurs. Là, c'est des interlocuteurs mail à qui il faut faire comprendre que le réflexe n'est pas d'aller directement vers la sollicitation du contentieux. De l'autre côté, c'était l'éducation de son équipe à ne pas solliciter pour le moindre souci.